Bonjour et bienvenue à la session du vendredi. C'est un plaisir d'introduire Brenda Mann de Regensburg qui nous parlera de conditions à bord auto-adjointes en condition 2 pour les opérateurs de VIAC. D'abord, je veux remercier aux organisateurs de m'inviter ici. Je trouve que c'est une très bonne idée d'avoir une conférence francophone. Je pense que c'est une bonne tradition que la francophonie fait aussi des telles conférences. En Allemagne, on n'a plus ce besoin et on n'a plus la tradition d'avoir ces conférences en allemand. C'est un peu dommage parce que ça a comme conséquence que l'allemand n'est plus une langue de science, mais le français est encore une langue de sciences. Et aussi, c'est un bon souvenir pour moi parce que j'étais à Nancy comme professeur il y a quelques années. C'est un beau souvenir de ce temps-là. Bon, alors je voulais parler des conditions en bord auto-adjoint en codimension 2 pour les opérateurs directs parce que je pense que c'est un sujet qui a des relations avec beaucoup de participants ici. Et je vais d'abord décrire le sujet de cet exposé. Donc, nous supposons que nous avons une variété complète orientée riemannienne, M, G, et on suppose qu'il y a une sous-variété compacte orientée de codimension K. Donc, on peut faire l'éclatement, le blow-up, le long de N dans M. Donc, ce qu'on fait, on enlève N et après, on colle là-dedans la sphère normale de N dans M. Donc, c'est l'éclatement de M le long de N. Alors ici, ce SMN, ça dénote la sphère unitaire dans le fibre vectoriel normal de N dans M. Et c'est le bord de l'éclatement. Donc, on le colle comme un bord de ça. Et on a l'application Blowdown qui jette. Ici, c'est l'identité. Là, c'est ça jette sur le point de base. Par exemple, si j'ai le R2, alors j'enlève MCR2 et N un point, alors j'enlève ce point et je le remplace par un cercle. C'est ça. Bon, alors ce qu'on fait, par exemple, si un cercle dans R3, on enlève ce cercle et on le remplace par cette tour-là. Donc, c'est une variété dont le bord, c'est un tour. Et maintenant, on prend le pullback de la métrique par rapport à cette blowdown map. Et c'est deux tenseurs symétriques qui est dégénéré le long de fibres de cette fibre. Donc, c'est dégénéré le long du cercle de cette sphère, de cette fibre. Dans ce cas-là, ce sont des cercles. Et alors, ce que nous supposons est que le complément de N dans M est spin. Et donc, on a aussi une structure spinorielle sur le blow-up. Et donc, on a aussi un fibre vectoriel, le fibre spinoriel, qui est un fibre vectoriel complexe. Et c'est, comme je dis, c'est un fibre vectoriel complexe et ça porte une multiplication parallèle. Et elle est dite une multiplication de Glyphosat des relations standards pour les fibres spinorielles. Et comme je dis, la structure spinorielle s'étend à M. Alors, cette fibre, non, pardon. Si maintenant la structure spinorielle de M en N s'étend à une structure spinorielle de M, alors cette fibre vectorielle complexe sigma, c'est juste le pullback du fibre spinorielle standard de M. Alors, ça, c'est une des données. Une autre donnée est qu'on a un fibre en droite complexe sur le blow-up. Donc, c'est un fibre en droite avec une métrique. Donc, c'est un fibre en droite hermétienne avec une connexion nabla. Et donc, la courbure, et on suppose que la courbure est un pullback de M. Donc, la courbure, on suppose que c'est le pullback d'une deux formes de M. Ça, c'est une condition importante. Donc, ça dit que la courbure ne peut être trop méchant proche de la sphère où on avait le blow-up. Et donc, on regarde le fibre spinoriel tordu avec ce L. Donc, on prend le produit tensoriel du fibre spinoriel décrit en haut avec cette fibre à droite.
Ça donne un fibre généralisée, fibre spinorielle généralisée dans le sens de chromophilancen sur M100N. Donc, ça, c'est les données. Et il y a des situations plus générales qui sont possibles, mais qu'on ne va pas discuter dans cet exposé. Maintenant, il y a une question posée par Boris Botvinnik. Et ça, c'est une motivation. C'est une question par Boris Botvinnik. Il demande pour une meilleure comparaison des travaux, de certains travaux de la physique mathématique que je vais décrire bientôt. Et ça serait apprécié. Et ça est supposé de donner des invariants des liens. Donc, j'ai remarqué qu'on peut généraliser ces travaux beaucoup en physique mathématique. Et on peut aussi considérer cette solution comme un cas spécial d'un espace H incomplète. Et là, au-dessus, il y a des travaux de Pierre Albin et de Jesse Riedman, et aussi des travaux associés à Mazzeo. Mais je ne pouvais pas utiliser ces techniques parce que là, ils ont supposé une certaine condition de vide. Et on a des conditions qui sont très différentes dans notre situation. Et parce que dans notre cas, la condition de vide n'est jamais satisfaite. Et aussi, il y a des applications intéressantes. Et comme je dis, il y a des connexions à plusieurs exposés de travaux de plusieurs d'autres gens qui sont ici, de Francesco Bay, de Pierre Albin, comme déjà dit. Paolo Piazza a dit qu'il a des travaux en préparation avec Pierre. Donc, je pense que c'est peut-être un bon sujet pour l'exposer. Donc, alors, je vais donner aussi certains exemples en différentes codimensions et un peu argumenter pourquoi codimension 2, c'est le cas qui nous intéresse. Donc, si la codimension est 1, et supposons que n partage m dans deux parties, m1 et m2, alors c'est essentiellement des situations que nous regardons, ce sont des opérateurs directs sur une variété à bord. Donc, ce sont les conditions au bord classiques dans ces cas-là. Donc, c'est bien étudié, ce n'est pas vraiment intéressant pour nous. Donc, dans le cas de codimension 2, il y a un phénomène très important et c'est un phénomène de monothromie. Donc, on suppose, supposons que n est compact et c'est la décomposition dans les composantes connexes, Nj, où le J vient de 1 jusqu'à L. Et maintenant, on peut regarder le transport parallèle dans W, dans les fibres spinorielles généralisées, autour de Nj le long d'un petit lacet qui est proche de Nj. Et les conditions disent que ce transport parallèle, c'est une constante de longueur 1, constante complexe de longueur 1, qu'on va écrire comme l'exponentielle 2pi alpha j, ou alpha j, c'est un nombre réel déterminé à un entier près. Et la condition de la courbure de L, la condition de courbure qu'on a supposée, elle implique que alpha j est constant le long de Nj, donc ça ne dépend que de J. Et aussi, ça c'est le cas de dimension 2 qui va être intéressant pour nous. Donc, on obtient un nombre réel défini modulo des entiers pour chaque composante connexe de Nj, qui est la monothromie. Et je voulais aussi dire pourquoi ce n'est pas intéressant en codimension plus haut, avec les conditions qu'on a supposées. Parce que dans ces cas-là, les fibres en droite, c'est le pullback d'un fibre en droite de M. Donc, la monothromie est toujours triviale. Pardon, quand on parle du transport parallèle autour de Nj, alors si c'est un cercle, ça c'est bien défini en général, si la dimension est supérieure. Alors, je voulais vous montrer cet exemple ici. Donc, tu peux prendre le transport parallèle dans ce petit lacet. Et maintenant, si la sous-variété en codimension 3 ou plus grand, alors tu peux modifier, tu peux le mettre à un point. Et donc, il n'y a pas de transport. La monothromie est toujours triviale dans ce cas-là. Ah, c'est bien fait. Merci. Parce que c'est vraiment un phénomène de codimension 2 qu'on a. Donc, c'est un peu un cas spécial. Et ça, c'est une raison pourquoi
pourquoi les cours de dimension plus hautes ne sont pas vraiment intéressants. L'autre raison est que le n est en fait pour nous invisible. Et on va discuter ça dans certaines minutes, qu'est-ce que je veux dire par invisible. Bernd, Donc, ça, c'est question. Oui? Cette monodromie qu'on a dans W, le rang de W est quoi ici? Le rang, oui, c'est le rang standard de fibre spinorielle. Mais dans les fibres spinorielles, il y a deux cas. Je vais dire quelque chose. Dans les fibres spinorielles sigma soi-même, le transport parallèle, c'est toujours l'identité moins l'identité. Mais donc, la holonomie vient, le signe vient de fibres spinorielles sigma, mais ce nombre essentiellement vient aussi de fibres en droite L. Donc en fait, donc même si le rang est très élevé, on a quand Mais même... c'est toujours une constante, oui, c'est ça. Merci. Oui. Et donc ça c'est l'exemple d'un point dans R2. Alors, on a ici un fibre à droite, on peut supposer que c'est plate. Et donc, il y a le transport parallèle qui est donné par un nombre ici. Et le blob, ça remplace les points par un cercle. Et le transport parallèle, c'est maintenant... en fait, ça dépend de la structure spinorielle sur M sans un point. Si j'enlève un point de R2, alors le complément en deux structures spinorielles et si le transport parallèle dans L est E à la puissance 2 pi I alpha G chapeau, alors ça c'est le transport parallèle le long dans W. Si la structure spinorielle s'étend à R2, mais si la structure spinorielle sur R2 sur un point ne s'étend pas à R2, ça c'est l'autre structure spinorielle, alors on a un transport parallèle moins 1 dans sigma, et on a le transport parallèle donné par E à la puissance 2 pi I alpha J chapeau, ou alpha chapeau. Alors ça c'est dans ce cas-là, ça c'est le transport parallèle dans le produit tensoriel. Donc, le transport parallèle peut venir du fibre spinorielle, mais c'est seulement un signe, un plus ou moins 1, mais ça peut aussi venir de L. Ça, c'est la citation. Donc, maintenant, qu'est-ce que sont les exemples principaux? Donc, les exemples principaux, le premier cas, c'est que M soi-même est spin. Donc, la structure spinorielle de M sans N étant de M, alors la monodromie vient entièrement de fibres en droite L. Et on a le sous-cas que L est plat, c'est déjà très intéressant. Ce cas-là, alors on a la monodromie donne une application de la groupe fondamentale du complément de N dans S1. Et le sous-cas principal étudié par les physiciens mathématiques, c'est le cas que N est un lien dans S3, c'est-à-dire une union de certains nœuds disjoints. Et donc, pour chaque composante de ce lien, pour chaque nœud, on a ici un tel nombre alpha J qui donne un vecteur alpha dans R à la puissance L, si L est le nombre de composantes. Et si je prends l'exponentielle, ça donne un élément de S1 à la puissance L. Donc, pour chaque composante de N, j'obtiens un élément de S1 et pour chaque élément ici, j'obtiens un fibre en droite associé. Ça, c'est un cas qu'on veut comprendre. Alors, il a le métron de cas que si j'ajoute une composante telle que l'union est encore spin, alors la discussion est très proche de cette discussion en bas. Mais il y a un cas complètement différent, et ça, c'est le cas que c'est le cas suivant. Si j'ajoute une composante connexe en J, alors je perds la condition de spin. Ça peut bien être, par exemple, si je prends comme variété M, l'espace complexe projectif de dimension paire, alors ce n'est pas une variété spin, mais si j'enlève un CP
l'espace complexe projectif de codimension 2 réel, donc de codimension 1 complexe, alors le complément, c'est C à la puissance 2R, et donc c'est spin, bien sûr. Et dans ces cas-là, on peut aussi considérer le cas spécial que L, c'est un fibre en droite complexe trivial avec la connexion triviale. Dans ce cas-là, la monotomie vient entièrement de fibres spinorielles, du complément. Dans ce cas-là, le monotomie, c'est toujours 1,5. Et maintenant, j'ai ajouté ici une idée qui n'est pas du tout, c'est vraiment juste une idée folle, disons. En principe, on pourrait regarder avec de tels moyens des problèmes comme des obstructions contre les métriques à courbure scalaire positive sur les variétés non spin ou des approches à la théorème de masse positive sur les variétés non spin. Donc, l'idée est qu'on regarde des constructions standards, comme par exemple on prend un point dans l'intérieur, on regarde la fonction de Green avec des conditions au bord, et maintenant on suppose que le théorème de masse positive n'est pas vrai. Alors, cette telle construction donnerait une application intéressante de tous les spineurs de longueur 1 au point P, et à toute condition au bord, il donnerait un spinner non trivial sur N. Dans cet exemple, M est de spin C. Si M sans N n'est pas spin C. Parce que si M sans N doit être spin, et, mais si M sans N est spin, mais la structure spinorielle ne s'étend pas à M. Donc, oui, mais M est de spin C. M, c'est spin C, mais je n'ai pas parlé de structure spin C jusqu'à maintenant. Oui, mais effectivement, c'est ce qu'on emploie. Hein? Oui, ce sont des... Oui. Dans ce cas-là, on a des structures spin C, ça c'est vrai. Dans ce cas-là, on a une structure spin C sur M et pas une structure spinorielle sur M. Mais ça, c'est juste une motivation pourquoi ça peut être intéressant de regarder en des bonnes conditions au bord pour les opérateurs de Dirac sur de tels compléments des sous-variétés de condimension 2. Parce que ça aide aussi à comprendre ces variétés non spin. Donc, oui. Une autre question ici, lorsqu'on regarde là, le sigma qu'on utilise, on pourrait être dans une situation où même si M-N union de NJ est spin, la structure sigma qu'on utilise est pas, on ne peut pas l'étendre, c'est ça? Mais on ne peut pas étendre les fibres vectorielles sigma dans ce cas-là. Dans le dernier cas, on ne peut pas l'étendre. On revient donc au point suivant, c'est ça? Oui. On ne peut pas étendre les fibres, on ne peut pas étendre dans ce cas-là la structure spinorielle, on ne peut pas étendre les fibres spinorielles sigma soi-même. Ils seulement existent sur les blow-up, mais ils n'existent pas sur M. Oui. Et on ne peut pas l'étendre, quand on ne peut pas l'étendre, c'est visible à cette monotomie qui est moins l'identité. Donc, cette E à la puissance 2pi I fois 1,5. Donc, ça correspond que le transport parallèle, c'est moins l'identité dans les fibres spinorielles. Donc, ça, ce sont les choses. Je vais le dire quelques mots encore pour les travaux en physique mathématique qui ont motivé au début cette investigation. Alors, dans ce cas-là, la variété M, c'est ou S3 ou A3, et les sous-variétés, ce sont les liens, comme j'ai déjà dit. Et les physiciens mathématiques regardaient les électrons en interaction avec les champs magnétiques. Et donc, ils sont intéressés pour l'existence des spineurs harmoniques, spin C, et ils disent que tout spineur harmonique spin C, il donne un énoncé du type suivant. Donc, l'énoncé, si notre monde est stable, alors on obtient des bonds inférieurs pour le nombre suivant.
Et ça, c'est essentiellement ça qui s'appelle Fine Structure Constant. C'est 1 sur la Fine Structure Constant. Donc, c'est le nombre qui est obtenu par le nombre de Planck, h bar, multiplié avec la vitesse de la lumière, c, divisé par le carré de la charge d'un électron. Donc, c'est un nombre qui est universel, qui n'a pas une unité comme mètre ou comme des secondes. C'est juste un nombre. Et on peut mesurer avec l'expériment que ce nombre est 137,03 et quelque chose. Et les physiciens s'intéressent pourquoi ce nombre. Est-ce que ce nombre a quelques propriétés spéciaux? Ce nombre est très important pour notre vie sur la Terre et pour beaucoup de choses. Mais il n'y a aucune signification mathématique en principe, mais pour chaque spineur harmonique sur S3 ou R3, harmonique spin C, il obtient une bonne inférieure pour ce nombre. Donc, ça donne quelques informations sur la nature de ce nombre. Ça, c'est l'origine. Et ça vient de ce domaine qui s'appelle la stabilité. Donc, là, il y a des travaux de physiciens Aronoff et Kasher de 1978. Plus tard, des travaux de Loss et Yao. Et ils ont raffiné cette technique. Et plus tard, des travaux de Erdős et Solovey, ils ont regardé ça sur S3 en plus de détail. Et je voulais aussi dire que dans ce cadre-là, ils regardent que la courbure des fibres en cercle associées pour la structure spinorielle, spin C, ils se concentrent sur des liens. Ça, c'est donc ils regardent la limite où la courbure des fibres en cercle associées se concentre sur une union de nœuds. Et ça, donc, on est dans cette situation. Et plus tard, Portman et Sokolov, ils ont regardé ça en plus près. Mais c'est un langage qui n'est pas celle de la géométrie différentielle. Par exemple, ils ne parlent pas de section de fibres spinorielles. Pour eux, des spineurs sont des fonctions dans C2. Et ils ne font pas un twist avec une fibre à droite. Ils collent des telles fonctions ensemble le long des surfaces de Seifert. Donc, c'est une langue assez loin de l'un d'autre. Et après, il y a aussi un beau bouquin de Lieb et Seiringer qui explique tout le domaine. Et aussi, ça a attiré pas mal d'attention parmi beaucoup de physiciens. Il y a un papier que je trouvais rigolo parce qu'il y a vraiment des mots-clés de beaucoup de domaines très différents. Donc, ça, c'est le contexte des physiciens. Et Boris Budwinnig et Nikolai Savelev, ils m'ont convaincu de regarder ça. Et je voulais parler d'un projet avec Nadine Grosse de la classification de toutes les extensions auto-adjointes de l'opérateur Dirac dans cette situation. Et on veut suivre la présentation de Christian Baer et Ballmann qui ont fait des choses pareilles en codimension 1. Donc, on va adapter des résultats classiques en codimension 1 à codimension 2. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Par exemple, des conditions de Fredholm sont à faire, des réservoirs compacts et régularité au bord, un théorème d'indice, il y a encore plein de choses à faire. Il faudrait dire quelques mots à la littérature mathématique. Comme je dis, on peut regarder ça aussi comme un espace stratifié avec des strata en dimension m et m-2. Et ça, c'est dans le cadre de certains papiers de Pierre Albin et Jeske Redman, comme je dis. Ce sont des espaces edge incomplètes. Ça va dans ce cadre-là. Mais en principe, dans le papier que j'ai trouvé, il suppose toujours une condition de vide. Et elle est faite dans notre situation seulement si la monotomie est triviale. Si la monotomie alpha a des composantes qui sont des entiers. Donc, le transport parallèle, c'est toujours l'éternité. Il y a aussi des travaux de matière connectée, il y a aussi
la situation géométrie était aussi regardée par Attila Leprin et sur des travaux de Brüning et de Sergio Moriano, mais aucun de ces travaux que j'ai vus semble de traiter ce cas-là, parce que nous sommes dans la condition non vite. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Donc, répétons les données que nous avons. Donc, on a une sous-variété compacte orientée de condimension 2 dans une autre variété M qui est complète et aussi orientée. Et on suppose que le complément de N dans M est spin. On a cette application de blowdown. Et ça, c'est l'éclatement de M le long de N. Ça, c'est la sphère de fibre normale. Et j'appose le pullback de la métrique sur M. Et on a cette fibre de spineur twisté. La décomposition de la monotropie. Maintenant, on regarde l'opérateur de Dirac associé à cette fibre en spineur généralisé. Donc, c'est un opérateur formellement auto-adjoint d'ordre 1, comme toujours. Et donc, on peut regarder les extensions minimales et maximales. Donc la notation est que ces infini oméga W, ce sont les sections de W à super compact dans oméga. Et oméga, typiquement, ça va être ou le blow-up ou le complément de N dans M. Alors, l'opérateur Dirac de min est obtenu comme la clôture de toutes les sections de W qui ont leur support compact dans le complément de N. Et on prend la clôture par rapport à la norme graph de l'opérateur Dirac. Ici, il y a un slash qui manque. Pardon. Donc, ça, c'est la norme graph. Et on prend la clôture pour la norme graph. Et c'est un opérateur symétrique. Et on prend maintenant l'adjoint de cet opérateur. Et la symétrie implique que le domaine de l'opérateur minimal est contenu dans le domaine de l'adjoint de l'opérateur minimal, qui est par définition l'opérateur maximal. Notre but est maintenant de trouver tout le domaine pour des extensions de l'opérateur minimal dans l'opérateur maximal. Donc, ils sont entre les deux domaines, dès que l'opérateur de Dirac restreint sur ce domaine D et un opérateur auto-adjoint. Donc, c'est ce qu'on veut faire regarder. Et donc, on a des conditions au bord d'ordre 1. Donc, pardon. Donc, si on a pardon, il y a une faute là-dedans que j'ai écrit. Donc, si on a dans le cas de codimension 1, alors si on regarde les sections de W qui sont support compact dans le blow-up, alors ça, c'est toujours dense dans le domaine de l'opérateur maximal. Et on peut se demander si ça, c'est encore vrai si nous sommes en codimension 2. Et là, la réponse est, ça, ça n'est plus vrai. Parce que dans le domaine de l'opérateur maximal, ce n'est pas la clôture de cette section support compact dans le blow-up. Donc, le problème déjà commence avec le fait que l'opérateur Dirac n'est pas défini sur ces fonctions, sur de telles fonctions. Et c'est même pire. Bon, donc, si on prend l'opérateur, le problème est que la métrique associée est dégénérée au bord de cette blow-up. Et la situation est même pire si on restreint le spinner à l'intérieur. Et alors, l'opérateur Dirac est bien défini à l'intérieur. Mais ça, c'est plus L2, sauf si phi est parallèle le long de ce cercle, de cette fibre normale dans N. Oui. Et alors, la question est, oui, je suis un peu court en temps, peut-être je vais sauter cette prochaine
bref, ça ne marche pas comme en codimension 2. On ne peut pas cet espace ici. Ce n'est pas vraiment le bon espace pour nous pour caractériser le domaine maximal. Bon, maintenant, je vais dire quelques mots pour le cas si alpha a des composantes qui sont des entiers. Et pour Paolo ou Pierre, ça c'est équivalent à la condition de Witt. Donc, dans ce cas-là, le W, le fibre spinoriel, c'est un pullback d'un fibre spinoriel sur M. Et maintenant, je vais montrer un petit lemme qui est facile à démontrer. Alors, on suppose que M est une variété riemannienne complète avec un fibre spinoriel généralisé. Et on donc par exemple, c'est le fibre spinoriel classique ou peut-être twisté avec un fibre en droite ou n'importe quelle fibre spinoriel généralisée dans le sens de Gromov-Lanson. Alors, si on regarde la complétion de fonctions à support compact dans M, on prend des sections à support compact dans M de fibre vectorielle W, et on prend la complétion, ça c'est H1D de ça. Et maintenant, on prend les mêmes constructions, mais on se restreint à des sections qui ont support compact dans le complément de 2N. Et si on suppose que N a codimension 2 ou plus grand, alors on obtient les mêmes espaces. Donc, dans d'autres mots, les sections qui ont support compact dans le complément de N, ils sont denses par rapport à un nombre de graphes dans l'espace de toutes les sections à support compact ici. Et donc, si je passe au l'opérateur de Dirac, je ne vois plus qu'on a enlevé l'ensemble N. Donc, dans ce sens-là, N est inversible. Donc, dans ce cas-là, l'opérateur minimal coïncide avec l'opérateur de Dirac sur M soi-même. Et donc, sur M, l'opérateur de Dirac est déjà auto-adjoint. Et donc, dans ce cas-là, l'extension minimale coïncide avec l'extension maximale et on n'a pas de phénomène intéressant pour nous. Donc, je vais rapidement dire comment on peut montrer de telles choses, parce que ça montre aussi comment on peut travailler avec des cut-off logarithmiques qui sont des choses qu'on ne trouve pas trop souvent dans la littérature, je trouve. Donc, on a ce lemme ici, c'est le même lemme comme dans la page avant. Alors, en supposant par simplicité, nous supposons que la codimension est 2, pardon, il y a un typo là-bas. Donc, on suppose que phi, c'est une section à support compact de M, donc le support sous-ensemble compact de M, et on veut l'approximer par des spinners à support compact dans M sans N. Maintenant, on prend en codimension 2, on prend un cut-off qui est comme ça. Donc, ce qui est important, c'est seulement, il y a aussi le logarithme de la distance AN. R, c'est seulement la distance AN. Et on prend ici le logarithme à la distance AN. Et maintenant, si le cas c'est un entier et epsilon c'est un nombre petit, et donc, si le nombre k devient de plus en plus grand, alors le cylindre sur lequel on fait le cut-off a des relations de plus en plus grandes. Et finalement, et si on fait cette construction-là, on peut montrer que les dérivés de la fonction de cut-off ne joue pas un grand rôle. C'est-à-dire, si je prends la norme L2
du gradient du spineur multiplié avec les cutoffs, et aussi on divise les gradients du spineur soi-même. Alors ça c'est borné par une constante fois epsilon plus la racine de k. Donc si je laisse tendre k vers infini et epsilon à 0, par exemple de ce type-là, alors ça implique que cette spineur multiplié avec les fonctions de cutoff tend vers le spineur original en norme H1. Et donc, ça veut dire que les clôtures par le graphe norme de cet espace ici, l'espace ici, ce sont les mêmes. Donc, oui. Donc, ça montre que dans ce cas-là, dans le cas que tous les composantes sont des entiers, le domaine minimal et le domaine maximal ils coïncident. Donc, c'est dans ce sens un cas pas très intéressant. Donc, il y a aussi d'autres élémentaires que je voulais juste mentionner. Alors, on peut montrer que si j'ai un spineur, donc maintenant, on regarde des monodromies arbitraires encore. Donc, si phi est dans le domaine de l'opérateur maximal, et si c'est déjà une fonction bornée sur un voisinage de n, alors le spineur phi est déjà dans le domaine de l'opérateur minimal. Donc, c'est un phénomène très différent par rapport, c'est très différent que dans la situation de codimension 1. Et aussi, supposons que la géométrie est bornée et que D est coercif à l'infini, donc on n'est pas dans le spectre essentiel. Donc, par exemple, si M est compact, c'est satisfait. Alors, la norme de graphe est équivalente à la norme H1 classique, c'est-à-dire la norme pour la connexion. Et aussi, ce qu'on peut montrer, si on a une section de régularité L1 localement, et alors pour définir l'opérateur direct appliqué sur phi dans le sens distributionnel. Et maintenant, le domaine des max est l'espace vectoriel de toutes ces sections qui sont localement L1 de W pour lesquelles phi et 2phi sont dans L2. Ça, c'est une description. Ça marche très bien dans le sens standard. Maintenant, il y a des choses qu'on peut faire pour n'importe quel opérateur formellement auto-adjoint. Et ce qu'on fait, on prend toujours le domaine de l'opérateur maximal. Et là-dedans, il y a le domaine de l'opérateur minimal. On prend les quotients. Et sur cette quotient, on peut prendre la norme. La norme du graphe implique une norme sur cet espace que j'appelle Q chapeau. Et sur cet espace, on peut aussi définir une forme anti-hermétienne. Disons, appelons ça B check. Alors, B check est défini, on peut des classes dans cette portion et on regarde des phi psi, on intègre ça et on moins phi multiplié avec 2 psi et on intègre ça aussi. Et ça donne une deux forme qui est bien définie sur les quotients parce que à cause de la définition de domaine des min et des max, ça disparaît si un des spineurs phi et psi est dans le domaine minimal. On utilise la symétrie pour te montrer ça. Et on peut aussi montrer que c'est un non dégénéré. C'est aussi une condition immédiate. Et c'est anti-hermétienne sur Q chapeau. Donc, et maintenant, les conditions en bord auto-adjoint, c'est aussi des résultats classiques. C'est en bijection avec le sous-espace Lagrangian de cette quotient ici. Notre but est maintenant d'identifier cet espace comme les sections d'une certaine régularité que j'appelle H check dans un fibre vectoriel sur N. Les mêmes choses et marchent pour les conditions à bord de codimension 1 et on va faire la même chose pour les conditions à bord en codimension 2.
Et on veut aussi montrer que, pardon, il y a ici encore une faute. Le oméga ici devrait être le B check ici. Le B check ici devrait être ici au lieu de oméga. Donc, il faut démontrer que le B check est un perfect pairing. Et je pense le mot français, selon Gérard Besson, c'est apparemment parfait. J'espère que c'est un bon mot pour le perfect pairing. Donc, il faut montrer aussi que ça, c'est un perfect pairing. C'est le but. Alors, on veut un perfect pairing sur cet espace qu'on construit. Donc, on veut construire cet espace Q-check comme les sections d'un fibre vectoriel sur N. Ça, c'est le but. Alors, il y a une chose qu'on peut faire toujours. Il faut que je regarde le temps. Parce que, donc, on prend un repère normal de fibre normale et on le multiplie dans l'algèbre de Clifford. Et ça donne l'élément volume normal. Et on peut utiliser ça pour obtenir un splitting de fibre vectorielle W en la valeur pour le sous-espace à valeur plus 1. Et celui-là, c'est le sous-espace pour la valeur propre moisie. C'est pour la valeur plus i et pour la valeur moisie. Et maintenant, on peut décomposer l'opérateur Dirac dans une partie qui est l'opérateur Dirac normal, qui agit seulement dans la direction normale, dans une partie qui dérive dans la direction de n, et aussi des termes d'ordre plus petits. Et dans ce langage, on peut déjà décrire ce que les physiciens mathématiques ont fait. Alors, ils ont regardé certaines conditions à bord qui sont auto-adjointes. Et les conditions à bord étaient simplement que ou la partie W+, ou la partie de W- disparaît au bord. Et ça donne des conditions auto-adjointes. Et regardez ça dans le cas spécial si n est un lien dans S3. Et maintenant, ces conditions en bord ne sont pas contenues en alpha. Et parce que ça donne des conditions non triviales si on a la monotomie. Mais maintenant, si les facteurs de la monotomie tendent vers 0, il faut regarder ce qui se passe relativement au cas que la monotomie est triviale. Si le alpha g est entier, si l'alpha j c'est entier, ça c'est le cas trivial. Et maintenant, si le alpha j tend vers 0 en bas, alors ces conditions des conditions à bord de Portman-Sokolov qui sont définies que avec un signé, ils ont contenu pour un de pardon, ici, il faudrait prendre ici le signe, un des signes, ils ont plus 1. Alors dans ce cas-là, c'est ce que je voulais dire. Dans ce cas-là, c'est contenu, c'est le alpha j tend vers 0 de en bas, c'est epsilon j est 1. Et c'est pas contenu, c'est le epsilon j, alpha j tend vers 0 de en haut. Mais si epsilon j c'est moins 1, alors il faut avancer les deux comportements. Et aussi, on a un autre problème, que si je prends des conditions à bord en général, alors la régularité de cet espace H-check que je vais construire, elle n'est pas contenue pour alpha j égale 1,5. Et la contenue, c'est important pour regarder de telles choses comme les flots spectrales et de telles choses. Et j'ai un peu de problèmes avec le temps, donc je veux seulement écrire les effets en dimension 2 parce que ça aide de comprendre ce qui se passe. Donc, supposons que m c'est
égale au nombre complexe et j'ai un point dans le nombre complexe. Et alors, le fibre spinoriel, c'est sur C, c'est un fibre trivial, c'est un fibre trivial où les fibres sont C2 avec l'élément volume, c'est l'élément volume normal, c'est l'élément volume normal. Et ça, c'est la décomposition de fibres spinorielles en partie plus et moins. Et donc, l'opérateur direct, dans ce cas-là, c'est l'opérateur del bar. Ici, c'est où l'adjoint de del bar ou moins l'opérateur de Wittinger, de l'opérateur del. Maintenant, on peut représenter les sections de L de cette forme-là. Donc, ça fait du sens sur C sans un point. Ça c'est un bon moyen pour décrire une section d'un fibre plat sur C sans un point avec monotomie alpha. Donc, c'est le même alpha. Et on peut faire des calculs formels et on peut, pour regarder ces spineurs ici, on peut faire des calculs que l'opérateur Dirac de celui-là. Donc, il va diminuer le bêta parce que c'est un différentiel holomorphe. Donc, ça fait un plus spineur, un moins spineur. Et ça fait de bêta moins 1 et il faut enlever un bêta en avant. Et donc, on peut faire des calculs et on voit que on peut bien caractériser quand un tel spineur est dans le domaine de l'opérateur D maximal. On regarde bien que la différence du domaine de l'opérateur minimal et maximal consiste de tels spineurs. Donc, ce sont des spineurs qui sont bornés en 0 et on les multiplie par de telles puissances de Z bar ou de Z. Et ça, ce sont des éléments qui distinguent de min à de max. Et maintenant, si on n'est pas dans le cadre simple d'un point dans C, alors on fait toutes les choses de manière pareille dans la direction normale. Et ça donne une idée de la différence entre du quotient du domaine de l'opérateur maximal et minimal. Donc, combien de temps est-ce qu'il me reste? Je pense pratiquement 0, n'est-ce pas? Je ne peux pas. Sure. 2 Je ne minutes. peux rien écouter. Oui. Est-ce qu'il y a un problème de son? À mon côté, je n'écoute rien de vous. On t'entend, Bern. On t'entend. Oui, maintenant, j'entends, oui. Oui, oui alors, bref, ce que nous faisons, c'est le travail avec Nadine Grosse. On construit un fibré vectoriel au-dessus de N. Et sur cette fibré, on obtient une sur ce fibré, on obtient une certaine régularité. Et donc, on a ici les sections d'une certaine régularité. Ce sont des sections des sections de fibres vectorielles sur N avec une certaine singularité. Et de là, on obtient une application d'extension. Donc, c'est une application qui va dans le domaine de l'opérateur maximal. Et aussi, on a l'adjoint, c'est une application de trace ou une restriction. Et alors, ça, c'est une application qui vient du domaine de l'opérateur direct maximal dans cet espace H-check. Et maintenant, si on prend la composition de cette extension avec la restriction, c'est l'identité. Et aussi, on a une forme naturelle anti-hermétienne sur
sur le H chapeau qui donne cette fonction anti-émissienne dans ce transparent plus avant. Donc, on va essayer. Oui, donc, pardon. Oui, et donc dans la forme naturelle symplectique sur donc le B, ça c'est obtenu par prendre ça c'est des phi multiplié avec psi intégré sur m moins n moins de psi intégré multiplié avec phi intégré sur m. Pardon, je ne peux rien écrire pour l'instant. Et donc, ça c'est un espace avec un tel produit anti-émissien. Et les sous-espaces lagrangiennes de cette B check, ça donne des extensions auto-adjointes de cet opérateur. Et un peu, je pense il faudrait que je fini ma présentation et je suis un peu désolé que j'ai préparé beaucoup plus que je pouvais raconter. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Pardon, je n'ai pas compris la question. Non, je dis, est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'aurais une question. Il y a Claude qui a la main levée. Claude. Pour le but de ce projet vise à mieux comprendre cette histoire dans le contexte de variété de spin C ou dans la situation où le fibré spinoriel est tordu par un fibré plus compliqué. En principe, le cas principal que nous intéressons, ce n'est pas le cas spin C, c'est vraiment le cas spin. Mais on suppose que M sur N est spin. Donc, si on regarde le cas spécial de CP2N, alors on s'intéresse pour la situation que la courbure de fibre en cercle associée à la structure spin C est concentrée dans une sous-variété de condimension 2. Peut-être je vais amener ça, donc je peux écrire quelque chose. Donc on a ici le CP2N. Et là-dedans, on a le CP2N-1. Et donc, bien sûr, CP2N, c'est spin C. Mais maintenant, on peut considérer toute la courbure du fibre spin C dans le CP2N-1. Et ça, c'est plus ou moins la situation que nous regardons. Ah bon. Merci. Patrick? Lorsque la structure spin ne s'étend pas à M, est-ce que le cas où on torderait par un fibré en droite L pour compenser le fait que la monodromie du fibré spin, il y a un 1,5 qui apparaît? C'est pas possible parce que le fait que la structure spinorielle ne s'étend pas à certaines restrictions à la possibilité de choisir des fibres en droite plates au moins. Donc, si on prend des fibres en droite plates, alors on ne peut pas les compenser. On pourrait les compenser si on prend une fibre en droite non plate. Okay. Mais pas avec une fibre en droite plate. Ça ne marche pas.
Plus de questions? Je notais que nous avons mentionné les travaux de Kreiner Mendoza. Ja. Mendoza, il a fait de telles choses ou? Oui, Kreiner Mendoza, il a trois papiers très similaires dans un contexte plus général. Ah Oui, mais c'est aussi espace stratifié avec deux strates oui. et un opérateur de ordre 1 et il traite la même question. La même question. Ah oui. Oui. Ah oui, je vais regarder à ça. Eh oui. C'est Mendoza et qui encore? Kreiner. Kleiner. Bruce Kleiner. Thomas Kreiner. Thomas Kleiner. Ah, si. Thomas. Ah ja. Oui, ça me semble plus naturel que Kreiner a fait une collaboration avec Mendoza que Kleiner. Oui, oui. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, nous pouvons remercier Brand Oman encore.